Bonjour à tous, c'est Midi Ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, restez avec nous avant d'aborder le dossier de la semaine, les Juifs qui vivent dans les territoires. Nous allons faire le tour de l'actualité, celle qui vous a peut-être échappé, avec Lise Barenbaum. Bonjour Lise, Maurice Ifergan et vous, Nathalie Garçon, bonjour. Vous êtes consultante en stratégie. Vous nous avez concocté tous les trois un beau programme, alors surtout restez avec nous. Et c'est l'un des thèmes phares de la campagne électorale actuelle en Israël. Le 17 mars prochain, les Israéliens voteront pour élire un nouveau Premier ministre. Et le statut des homosexuels divise les partis en lice. Un parti n'hésite pas à s'élever contre le mariage gay. Il s'agit d'Abayit HaYehudi, le mouvement de Naftali Bennett. À chacun de ces meetings, des activistes pour les droits gays et lesbiennes sont venus pour dénoncer les idées de ce parti. Le reportage tout de suite de Lise Barenbaum, on en parle après. Le foyer juif est-il ouvert à tous ? De l'avis des activistes homosexuels, non. Le leader de ce parti, à droite du Likoud, ne s'en cache pas. Naftali Bennett est fermement opposé au mariage entre deux personnes du même sexe. Ce n'est un secret pour personne, je suis religieux. Le judaïsme ne reconnaît pas le mariage gay, tout comme il ne considère pas le mariage de la viande et du lait comme cachère. Rien ne changera cela. Je ne suis pas hypocrite, j'assume ma position. Abayit HaYehudi a été la cible préférée du mouvement LGBT depuis le début de la campagne. À chaque meeting de l'actuel ministre de l'économie, des militants viennent perturber les festivités en brandissant des drapeaux gays et en distribuant des tracts accusateurs à l'entrée. Des revendications qui se basent sur une vidéo où les membres du foyer juif déclarent à tour de rôle qu'ils dénoncent le mariage gay. Une vidéo où Naftali Bennett n'apparaît pourtant pas. מתנגד לחלוטין. צריכים להביא שיהיה גם ילדים בעולם, לכן אני חושב שהמשפחה מסורתית של בעל ואישה וילדים זה הדבר הנכון, האמיתי, הבונה את העולם ולא הורס אותו. Dans plusieurs lycées israéliens, le mouvement Mehat HaCholzot, la révolution des t-shirts, s'insurge à chaque venue d'un membre du parti de Bennett. À coup d'inscriptions comme « Je suis le fils de deux mamans », les jeunes déstabilisent les intervenants du parti de Naftali Bennett. Mais l'affrontement est aussi virtuel. Sur Facebook, la page de Naftali Bennett a été inondée de photos du film israélien Yossi et Yager qui raconte l'histoire d'amour entre deux soldats. La communauté gay demandait sur le réseau social aux candidats si quand il défend les soldats de Tsahal, il parle bien de tous les soldats. Pourtant, Bennett n'est pas contre les homosexuels, il est favorable à des baisses de taxes pour les couples du même sexe et prône des droits égaux aux autres citoyens, si ce n'est pour le mariage. Des idées rejetées en bloc par la gauche israélienne, le camp sioniste d'Herzog et Livni est très favorable au mariage gay. Yair Lapid et son mouvement Yesh Atid a tout simplement, quant à lui, accusé Bennett d'être homophobe et d'avoir révélé son vrai visage. Alors on l'a vu dans le sujet de Lise Barenbaum, les affrontements font rage et parfois on en arrive même aux mains. Et oui, en février dernier, des activistes gays ont été pris à partie lors d'un meeting du parti Abayit HaYehudi à Haïfa. Donc une des militantes a commencé à interrompre Bennett lors de son discours. Il s'agit de Lilar Ben David. Elle dit qu'elle a été agressée et détenue par la police qui aurait refusé d'arrêter ceux qui, je cite, lui ont donné des coups de poing dans le visage et sur tout le corps pour la faire taire. Alors une autre activiste, Naama Lazimi, a déclaré qu'elle était venue pour engager le dialogue avec Bennett, mais quand elle a vu que 3 membres de son groupe se sont fait sortir avant même le début de la réunion, elle a compris que le dialogue ne s'engagerait pas et qu'il fallait faire preuve de plus de combativité. De son côté, Bennett dénonce la violence de ces activistes et il dit que finalement, ils ne retiennent pas la leçon de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui lui a été assassiné par un activiste, mais de droite à l'époque. Maurice, en tout cas sur le mariage homosexuel, il semble que Naftali Bennett soit complètement en désaccord avec son chef du gouvernement, Bibi. Oui, mais la question qu'il faut se poser surtout, c'est pourquoi Bennett ? Je veux dire, pourquoi la communauté homosexuelle s'en prend exclusivement au parti Abayit HaYehudi et Naftali Bennett, quand on sait qu'effectivement le Premier ministre n'a pas pris officiellement position. Son parti s'est bien gardé de défendre le mariage civil et le mariage gay. Quant au centre, Yair Lapid de Yesh Atid, lui, a refusé carrément de voter pour une proposition de loi instituant le mariage homosexuel. Donc on se demande vraiment pourquoi Abayit HaYehudi est la cible des homosexuels. Alors le débat sur le mariage gay, est-ce que ça se réduit finalement, Nathalie Garçon, à un conflit entre homosexuels et religieux ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, le débat, c'est un débat philosophique et c'est un débat de société. Et je pense qu'il s'agit là d'une manipulation politique, puisque en fait, la vraie question, c'est sur le mariage civil. On sait bien qu'en Israël, aujourd'hui, on ne peut pas se marier civilement. On est obligé de se marier sous autorité rabbinique. Et donc, la vraie question, c'est comment faire pour se marier civilement en dehors de cette autorité rabbinique.
Aujourd'hui, les homosexuels sont logés à la même enseigne que toute personne qui veut se marier civilement. Maurice Fergan. Oui, effectivement. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi, par exemple, les activistes des partis gays ne s'en prennent pas aux partis ultra-orthodoxes, qui, eux, alors là, non seulement sont le mariage civil, mais sont carrément homophobes, contre les homosexuels, qui ont conseillé aux homosexuels d'aller cacher leurs activités. Donc la question est vraiment politique. Il s'agit vraiment de savoir si on trouvera une majorité en Israël pour instituer un mariage civil qui ne concerne pas uniquement les homosexuels, mais pratiquement tous les secteurs de la société. Et quelle est la position des partis laïcs, peut-être Maurice ? À gauche, je vous l'ai dit, au centre, Yair Lapid était pour, mais a voté contre. C'est pas un clivage gauche-droite finalement ? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un clivage gauche-droite, parce que, en vérité, personne n'ose affirmer ses positions pour ménager son électorat. Alors on ménage l'électorat hétérosexuel comme on ménage l'électorat homosexuel. Alors personne n'affirme publiquement ses positions, sauf effectivement Naftali Bennett, d'où la campagne qui est menée actuellement contre lui. Justement, regardez ce clip. המפקד, אתה זוכר אותי? אמא, את זוכרת אותי? סבתא, את זוכרת אותי? אח שלי, אתה זוכר אותי? המפקד, תזכור אותי בקלפי. סבתא, תזכרי אותי בקלפי. אמא, תזכרי אותי בקלפי. אח שלי, תזכור אותי בקלפי. Nathalie Garçon, vous pensez que c'est un débat de société finalement, ou bien c'est un débat politique ? Non, je pense que c'est un débat politique et comme tout à fait Maurice disait tout à l'heure, c'est une manipulation. Aujourd'hui, Bayit Ayoudi et Naftali Bennett en fait est le seul qui s'est affirmé. Pourquoi est-ce qu'on l'attaque à lui ? Parce qu'il prétend, et à juste titre d'ailleurs, avoir un parti qui mélange des laïcs, des religieux, des modérés et qu'il veut réunir tout le peuple. Mais aujourd'hui, il est le seul à le dire clairement, alors que tout le monde aujourd'hui est d'accord qu'on n'a pas de solution pour le mariage civil. Oui. Les homosexuels aujourd'hui peuvent vivre avec des droits. D'ailleurs, Naftali Bennett est pour la réduction des impôts et pour des droits d'égalité quand ils sont en couple, mais il n'est pas homophobe. Et je pense que l'association homophobe donc contre le mariage gay était vraiment un raccourci pour la campagne politique. Lise Maurice, un jour, le mariage civil en Israël ? Peut-être, mais comme ils ont déjà, finalement, les homosexuels, vous l'avez dit, ils ont déjà pratiquement, ils ont un statut de marié quand ils se marient à l'étranger, donc c'est vraiment une histoire de papier, quoi. Je crois que la société israélienne était en avance pendant de longues années sur cette question du mariage homosexuel ou du comportement vis-à-vis des homosexuels. Avec ce qui se passe, les développements en Europe et aux États-Unis, on commence à prendre du retard. Et il y a eu reconnaissance du mariage homosexuel dans 7 États. Donc finalement, la communauté homosexuelle ici voit un peu ces développements avec un peu de jalousie peut-être et essaye de mettre ce dossier en avant, essaye de mettre à l'ordre du jour le mariage homosexuel, mais c'est vrai qu'on se heurte maintenant à la question du mariage civil qui est beaucoup plus large. Mais la fin du mariage religieux, Nathalie Garçon, vous ne pensez pas que finalement c'est la fin de l'idée d'Israël, de ce qu'est Israël ? Tout à fait, ça pose une vraie question d'identité nationale, de est-ce qu'on est un État juif, est-ce qu'on est un pays démocratique comme les autres ? Je pense que c'est un vrai débat, un débat de société, c'est un vrai débat même philosophique, et je pense que Naftali Bennett est peut-être le premier à poser le sujet sur la table, il dit qu'il est prêt à l'ouvrir, mais ça ne se résoudra pas jusqu'au 17 mars, et en tout cas pas avec des campagnes politiques. Ça, Maurice ? L'identité d'Israël. L'identité d'Israël, on sait qu'il y a un grand débat sur le caractère juif de l'État d'Israël. Ce débat est politique et c'est évident pour tout le monde. La question, c'est qu'on l'a mis un peu peut-être de côté au cours de cette campagne électorale. Peut-être que les gays vont nous aider à remettre cette question sur le tapis. Ça serait, et une idée comme le Pax, non ? Ça, c'est le législateur, mais il faut que vous sachiez une donnée que diffuse la communauté homosexuelle, c'est qu'il y a eu 3000 projets de loi déposés à la Knesset. Sur 3000, il y en a eu à peine 30 qui concernaient la communauté homosexuelle. Donc, ils s'estiment un peu mis de côté. La question, c'est que l'ampleur qu'on donne à la communauté homosexuelle dans les médias dépasse largement leur représentation dans la société. Autre thème d'actualité toujours lié aux élections à quelques jours du vote, près d'un quart des Israéliens sont encore indécis quant à leur choix. C'est moins qu'en 2013, ils étaient alors 31%, un groupe important capable d'influencer les résultats dans un sens ou dans un autre. Néanmoins, beaucoup semblent être déçus par Netanyahou et devraient pencher du côté des sionistes. Certains refusent même de voter, abstentionnistes et indécis. Le point en image avec Léa Wolberg. Yaniv Moyal, avocat à Tel Aviv, lance une campagne bien particulière à moins d'un mois des élections législatives. Il appelle les électeurs israéliens à ne pas voter. Pour lui, le système électoral israélien est une immense fraude. My goal
Mon but est d'arriver à 50% d'électeurs en moins. Il faut délégitimer ce système. Et Moyal n'est pas seul. Selon l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, seulement 67% des électeurs se sont rendus aux urnes en 2013, un taux de participation plus élevé qu'aux États-Unis, mais inférieur à l'Australie et nettement plus faible que lors de toutes les dernières élections israéliennes. À peine 2 ans après le vote de 2013, le taux de participation a peu de chances d'augmenter. Le groupe ultra-orthodoxe antisioniste Satmar, dont les adhérents refusent de reconnaître Israël, a choisi de ne pas voter. Récemment, un rabbin de cette communauté a promis $100 à toute personne qui ne présenterait pas son bulletin de vote. Mais pour certains, l'urne est au contraire le dernier recours. Shir Nosatsky a mené une croisade socio-économique en 2011 qui a incité des milliers de personnes à manifester contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, malgré les difficultés, elle incite les jeunes à aller voter. Quelle est l'alternative? Je vous le demande. Quand quelqu'un ne va pas voter, il ouvre la voie à une solution avec un seul État. Cette attitude peut conduire à une réalité bien pire que celle que nous connaissons actuellement. Mais en Israël, en 2015, les citoyens ne font plus confiance au système. En mars prochain, beaucoup seront sur la plage, d'autres prieront dans une synagogue de Jérusalem, d'autres encore se promèneront dans les rues de Tel Aviv. Reste à savoir combien prendront le temps d'aller voter. Alors Lise Barenbaum, par rapport aux anciennes élections, on a l'impression que le Premier ministre est beaucoup moins bien parti quand même. Oui, il y a une nette détérioration de l'opinion par rapport à lui. Et ça ne tient pas seulement à sa personnalité, mais aussi à sa performance en tant que Premier ministre. Alors aujourd'hui, 30% des électeurs lui donnent une excellente ou une bonne évaluation, tandis que 67% lui donnent une note moyenne ou faible. Alors en 2013, le bilan était un petit peu meilleur. Il avait 39% de bonnes opinions contre 57% de notes moyenne et faible. Sa performance, elle est jugée à 36% médiocre contre 22% en 2013, donc il a perdu 14 points. Quant aux indécis dont on parle, ils sont très mécontents. 71% lui accordent une note mauvaise, autant dire qu'ils ne seront pas nombreux à aller voter pour lui au dernier moment. Donc si cette élection devient un référendum sur Netanyahou et sur sa performance en tant que Premier ministre lors de ce 3e mandat, eh bien le score du Likoud s'en ressentira probablement. Et la manifestation qui a eu lieu hier soir, qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Tel Aviv contre lui, en est aussi la preuve. Alors donc on l'a compris, hein, Maurice Fergan, 25% des Israéliens n'ont pas encore fait leur choix, un nombre d'indécis qui apparemment vont se décider au dernier moment. Est-ce que finalement ce vote peut changer des choses ? Ben oui, de toute manière, tous les scrutins, jusqu'à ce que le résultat soit publié, sont inattendus. Mais ce qu'on sait des indécis, c'est que finalement, vous dites qu'ils sont 25 ou 24% selon certains sondages, qu'on arrive à connaître leur identité en partie. Je veux dire, il y a des indécis de droite et des indécis de gauche. Les indécis qui sont réellement indécis représentent à peu près 22% de ces 24%, 25%. Donc c'est cela le vrai problème. Généralement, les indécis de gauche finalement finissent par voter pour un des partis de gauche et les indécis de droite pour un parti de droite. Il y a 22% d'indécis du centre qui cherchent à savoir s'ils vont décider entre Moshe Kahlon ou Yair Lapid. C'est là la question. Alors justement, qui sont ces indécis? Des jeunes, des vieux, droite, gauche, femmes, hommes? On les a déterminés un peu? Oui, mais je crois qu'il n'y a pas d'aspect socio-démographique qui peuvent les décrire. Je sais qu'il y a un peu plus de femmes, 56% de femmes qui sont indécis, 44% d'hommes. Sur les revenus, ça se partage à peu près à égalité. Donc, et sur le plan de l'âge, ils sont un tout petit peu plus âgés, 50 plus, un tout petit peu plus, mais c'est pas fondamental. La question de l'indécision repose sur effectivement quelle est ma place dans la carte politique. Si je suis à gauche, est-ce que je vais voter à l'intérieur de la gauche et de quelle façon? Et si je suis à droite, à l'intérieur de la droite et de quelle façon? Je vous dis qu'il y a à peu près seulement 22%, ce qui représente malgré tout 10 mandats, et ce qui est important et qui peut effectivement changer les choses. Nathalie Garçon, qu'est-ce qui motive un choix de dernière minute? Écoutez, par exemple, il y a des tentes qui sont plantées sur Rothschild. Est-ce que ça peut influencer un vote? Bien sûr, je pense que l'indécision est caractéristique de l'élection en Israël, puisqu'effectivement, il y a des gros débats, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la situation économique. Et c'est vrai qu'on est un peu pris entre deux chaises. Est-ce qu'on veut la sécurité du pays ou est-ce qu'on veut avoir un meilleur salaire à la fin du mois? Donc, c'est un petit peu difficile de choisir, et je comprends que l'indécision de ces électeurs. Je pense effectivement que ça peut changer à la dernière minute. Et très souvent, on
voit des personnes qui parlent beaucoup de débats sur les questions économiques et qui, à la fin, se rangent quand même sur la question de la sécurité parce qu'ils veulent quand même assurer une sécurité au pays d'Israël. D'accord. Alors, les indécis, finalement, c'est une masse compacte, pensez-vous, ou bien à l'intérieur, il y a aussi justement les abstentionnistes? Alors, les abstentionnistes, c'est quelque chose de complètement différent. Les abstentionnistes, ce sont soit des gens qui votent blanc, et dans ces cas-là, ils affirment par leur vote leur refus de participer au système politique, et on les comprend, on les comprend. Ils ont surtout un problème de confiance par rapport au système, et beaucoup se plaignent justement du système politique aujourd'hui en Israël. Et puis, ceux qui hésitent jusqu'à la fin vont à la fin se décider, mais je pense qu'il faut nuancer à l'intérieur même des indécis, et c'est tout à fait différent. Maurice Yvergan, vous pensez que les Arabes sont indécis? Ils vont voter cette fois-ci, beaucoup plus nombreux d'ailleurs. La question des Arabes, c'est pas l'indécision. La question des Arabes, c'est le taux d'abstention. On estime que ce scrutin, vu qu'il y a une liste arabe des Arabes israéliens, évidemment. D'Arabes israéliens, ça les pousse, ça les motive beaucoup plus à aller voter. Donc on s'attend, ils étaient en dessous de la moyenne nationale, ils étaient aux environs de 55%, 60% de taux de participation. On suppose que cette élection verra beaucoup plus d'Arabes israéliens aller aux urnes, justement du fait de cette liste arabe unie, et grâce finalement à Lieberman qui a poussé à une levée du seuil d'éligibilité. Donc je pense qu'ils vont arriver peut-être à peu près comme les Israéliens à 70% de taux de participation, ce qui risque de changer aussi toutes les donnes. Nathalie Garçon, on a vu des campagnes politiques très kitsch. Est-ce que vous pensez finalement que ce genre de stratégie marketing c'est fait pour appeler d'autres votants, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller aux urnes? Je me suis posé la question, effectivement, il y a eu des campagnes qui étaient quand même très basiques, très, très clichés, effectivement, et je pense que les communicants aujourd'hui ont compris qu'il fallait un petit peu descendre le niveau, et peut-être pas forcément par les contenus, mais plutôt par les formes, et mettre par exemple Bibi Netanyahou comme babysitter, comme on l'a vu dans le clip, où effectivement il était très abordable, peut-être avec moins de sujets de contenu. Après, la question c'est est-ce que la campagne se fait dans la forme ou dans le fond, mais ça c'est une vraie question en Israël. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Lise Barenbaum, de ces campagnes kitsch? Moi, je trouve que ça a un côté très efficace. C'est très viral, tout le monde les partage, ça circule. Ça rend les gens un peu populaires, peut-être malheureusement, mais en tout cas, oui, voilà. Maurice? Moi, je pense que nous vivons dans un paradoxe pour ces élections. C'est-à-dire que nous sommes dans une élection législative à la proportionnelle intégrale, et puis l'électeur se conduit un peu comme dans un référendum. Je dirais, finalement, il vote pour ou contre un des deux principaux candidats. C'est là où se trouve le nœud de cette élection, et c'est là où les sondages ont du mal à comprendre ce qui se passe. Alors justement, on va finir ce tour d'actu en bref en parlant du Meretz qui parle de cannabis, Lise Barenbaum, au moment où Netanyahou faisait son discours devant le Congrès américain. Et oui, le parti d'extrême gauche qui souhaite légaliser l'utilisation de la marijuana. Alors Tamar Zandberg, une des cadres du parti, a convoqué un grand meeting à Tel Aviv, et donc pour elle le message est clair, avec 1 million de personnes qui prennent du cannabis en Israël, on n'a pas 1 million de criminels dans le pays pour autant. Alors pendant l'événement, des experts ont dénoncé le fait que tous les ans 690 millions de shekels sont dépensés dans la lutte contre cette drogue douce, alors que si le cannabis était légalisé, Israël percevrait 950 millions de shekels de taxes. Mais bon, pour le moment, seuls 26% des Israéliens sont pour cette légalisation. À Tel Aviv, c'est un usage qui peut être accepté plus favorablement que dans d'autres villes comme Beersheva et Jérusalem. En tout cas, Zandberg, elle dit qu'Israël peut être à la pointe de l'export de produits pharmaceutiques à base de cannabis. Nathalie Garçon, pour contre la légalisation du cannabis ici en Israël? Écoutez, moi je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut et l'État n'a pas à s'ingérer dans ce genre de... On parle de gros sous là. On parle de gros sous, effectivement. Je suis étonnée d'entendre ces chiffres, effectivement. J'étais même étonnée de voir que ça faisait l'objet d'une campagne par elle-même. Je pense que c'est très populaire comme sujet et que ça plaît beaucoup. Ça permet de ramener des voix facilement. Donc, Maurice Yvergan? Je crois que le problème, c'est que 1 million de fumeurs de hashish, ça ne fait pas 1 million d'électeurs. Les gens ne votent pas en fonction de leur tabac. Donc ça n'a pas d'incidence sur la campagne électorale. Je crois que d'ailleurs, ils n'ont jamais passé le seuil d'éligibilité. Alors Lise, on va instaurer une habitude. Chaque semaine, vous allez nous désigner celle qui pour vous était la femme de la semaine en Israël. Vous avez choisi qui cette semaine? Pour moi, pas de doute cette semaine, je suis un petit peu fan, c'est Lauryn Hill, la diva américaine qui fait son grand retour en Israël. Elle se produira le 7 mai prochain à Rishon LeZion. Son dernier concert en Israël, c'était en 2007. Alors on sait qu'elle a eu une carrière un petit peu compliquée, elle n'a pas sorti d'album depuis 15 ans, mais en tout cas, les billets sont déjà en vente et on lui souhaite de renforcer
renflouer ses caisses grâce à ce concert. Merci Lise, merci Maurice, merci Nathalie, vous êtes la bienvenue sur i24 News. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous avez permis de feuilleter la presse, en tout cas d'un petit peu plus près. Grâce à vous, rien ne nous échappe à présent. Nous allons tout connaître d'Israël. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de news d'Israël Inside, chers téléspectateurs. C'est l'heure d'ouvrir notre dossier de la semaine. Nous allons parler des Juifs qui vivent dans les implantations. Quel est leur format? Pourquoi ont-ils fait ce choix? Les réponses avec nos spécialistes. Mais tout de suite, place au journal.